Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce dernier Magdeleine nationale de la saison et ça sera un peu spécial parce que ce soir c'est la cérémonie des Oscars de la nationale. On va récompenser tous ceux qui nous ont fait vibrer durant cette saison de la 3e division qui était tout simplement haletante. À mes côtés, en plateau, une des voix de la nationale, vous l'avez notamment vu commenter la finale, c'est Jean-Marc Coy qui sera notre consultant pour cette émission. Salut Jean-Marc. Salut Loïc, salut à tous. Et à tes côtés, c'est les yeux de la nationale. Il n'a pas manqué une seule seconde de la 3e division cette saison. C'est Achraf Benhabida. Salut Achraf. Salut Loïc, salut Jean-Marc. Donc messieurs, toute l'émission durant, nous allons remettre plusieurs récompenses à ceux qui nous ont fait rêver, comme j'ai dit, durant cette saison. Il y a plusieurs titres et on va commencer avec le meilleur staff. Alors comment a été récompensé le meilleur staff? Ben voilà, Jean-Marc, je pense que tu ne diras pas le contraire. Staff, c'est vraiment un rôle très particulier. Donc ce sont les staffs qui ont voté pour élire celui qu'ils ont trouvé le plus performant dans la saison avec un barème très simple. On leur a demandé de donner leur top 3. Le premier a eu 3 points, le deuxième 2 points et le troisième 1 point. Et à ce jeu-là, c'est Albi qui l'a emporté. Dans l'application, le cœur encore énorme jusqu'à la dernière action, même si on le prend, de rien lâcher, à 14, à 13 sur une jambe. Ça c'est un putain de groupe. C'est pour ça que Kevin Boulogne est avec nous. Kevin, bonjour et surtout félicitations déjà. Qu'est-ce que ça fait d'être récompensé comme ça par ses pairs? Bonjour à tous. Ça fait très plaisir, on va pas se mentir, hein. Ça fait très plaisir parce que on a travaillé toute l'année pour, comme tous les staffs, et qu'on avait un groupe en or, même si on a une petite désillusion en demi-finale, on le sait tous. Mais ça reste une très belle saison pour nous. Ça reste une construction pour nous, tout le staff, qui a été très très positif pour nous cette saison. On a rencontré beaucoup de staff, beaucoup de joueurs, beaucoup engrangé d'expérience et je remercie clairement les staffs des clubs de la nationale parce que c'est eux qui ont voté. Donc, ça veut dire deux choses. Soit on est compétent ou soit ils nous aiment bien. Donc on les remercie quand même à tous et je pense qu'il y aurait beaucoup de staff qui auraient pu être à notre place. Alors bien sûr, c'est la période des vacances. Vous passez pas votre vie ensemble avec ton staff, malgré ce qu'on pourrait penser. On pense notamment à Florent Fourcade et Théo Ciboul qui étaient avec toi, respectivement entraîneurs des avants et des trois quarts, qui ne sont pas avec toi aujourd'hui, qui sont repartis un peu plus loin qu'Albi. Évidemment, on aurait aimé qu'ils soient là aussi. Et d'ailleurs, tous les trois, c'était votre première saison ensemble. Comment l'alchimie a fonctionné? Comment ça a pris entre vous? Déjà, premièrement, c'est des amis avant même être un staff avec moi. Donc c'était plus facile. On se connaissait avant. On avait beaucoup d'attaches, d'atomes crochus, comme on dit. On travaille en toute confiance aussi tous les trois. Donc on a été très rapide pour se mettre en marche. Après aussi, on va pas se mentir, on a été aidé par un groupe qui a été vraiment extraordinaire en termes d'état d'esprit, que ce soit sur le terrain en dehors. Donc c'est aussi été une plus-value pour nous pour arriver plus facilement. Et après, moi, je vais pas déroger à la règle parce que j'aime bien que tous les gens du staff aient de la lumière au-delà de Flo et Théo. Je voulais aussi nommer, j'ai fait la petite liste pour essayer d'oublier personne, hein, mais Caro, la team manager, David et Thomas, nos prépas, Clément, qui est notre kiné, on a Thibault l'ostéo, on a Lilian l'analyse vidéo, Alain notre bénévole, on a Simon et Kevin, nos deux arbitres. On a les 3 médecins du club aussi, Flo, Patrick et Pauline. On a Jérôme, notre caméraman. Et on a Michel Frachat, qui est le directeur du centre, qui intervient aussi sur l'équipe première. Donc là, je pense qu'on a fait à peu près le tour et je voulais pas les oublier parce que c'est important que, quand on parle de staff, je pense que dans toutes les équipes et tout le club, c'est toujours un staff élargi qui travaille pour le bien des joueurs, pour faire une bonne saison et avec tous avec le même objectif. Donc, c'est moi qui remercie tout mon staff d'avoir été à mes côtés, de nous avoir aidés à faire cette belle saison tous ensemble. Et en parlant des joueurs, Kevin, on sent que votre staff a bien travaillé, d'un point de vue de spectateur, parce que vous avez vraiment créé un effectif. Et comment justement vous avez créé cet effectif-là? On le sent dans toutes les rencontres où c'était un peu compliqué, même si vous avez beaucoup de qualités individuelles. On est revenu tout au long de la saison sur vos joueurs stars, etc. Que c'est le collectif qui fait gagner l'équipe. Notamment, j'avais ce match contre Suresnes, à Suresnes. Vous l'emportez 30-26, mais vraiment au forceps. C'est vraiment tout le collectif qui s'est remobilisé. Comment vous avez créé cette équipe-là?
En fait, en faisant assez rapide quand même, mais en reprenant du début, c'est d'abord j'ai lancé un projet à l'intersaison Albi auprès du club par le biais de Julien Reynaud, que je remercie en premier parce que c'est lui qui m'a soutenu dès le départ. Et mon projet était simple. Mon projet était simple. Moi, je suis albigeois. Ma vie, elle est faite ici. Et j'ai toujours dit que je venais pour, clairement, hein, pour l'amour de ce club, pour essayer de donner le meilleur de moi-même avec mon staff. Et aujourd'hui, les joueurs, dès la première réunion, on leur a clairement annoncé, pour moi en tout cas, qu'aujourd'hui, moi, j'étais pas là pour l'argent, j'étais pas là pour la gloire et que aujourd'hui, soit on passait une belle aventure ensemble, soit s'ils appréciaient pas ma manière de faire, je partais, je laissais ma place sans aucune rancœur. Donc, ils ont bien vu que dès le départ, en fait, on était là pour eux et pas pour nous. Et en fait, avec ce groupe génial, ce qui a été fait, c'est que ils ont pris confiance en eux. On a eu de l'échange toute l'année. Ils ont pris du plaisir. Bon, avec tout le staff, on les a poussés à ça. Je peux même vous dire que des fois, on les a engueulés parce qu'ils jouaient pas assez. Et je pense que d'eux-mêmes, ils sont créés une culture de soit de la gagne, d'investissement, de solidarité entre eux, qui a fait que tout ça, bout à bout, a été positif pour nous cette saison. Même si tout ne l'a pas été, ça, c'est notre grande fierté d'avoir rempli un stade. Et le stade n'est que à l'image du groupe où les gens se sont mis à rêver avec eux et à s'identifier à ça. Donc, un coup de chapeau à tout le monde, clairement. Vous avez des profils un peu différents parce que avec Florent, vous êtes deux anciens professionnels. Théo Ciboul, lui aussi, a joué à un bon niveau, mais c'est aussi un professeur de PS. Il y a ce côté plutôt pédagogue. Est-ce que vous arrivez à vous compléter avec vos différents profils? Comment vous vivez ça? Ah, c'est pas facile tous les jours, hein, on va pas se mentir. On est vraiment tous différents, même dans le staff, hein. On a avec Flo qui est, on va dire on va l'appeler le sage. Théo, c'est le professeur qui est hyper actif. Moi, je suis entre les deux. On a nos prépas, pareil, qui sont un qui est très dur, très compétent, l'autre qui est un peu plus taiseux mais travailleur. Et Caro, pareil, qui nous apporte une touche de féminité dans le staff. Et en fait, tout le monde apporte sa pierre à l'édifice avec son caractère. Et franchement, honnêtement, quand tu gagnes les week-ends, c'est plus facile de manager, c'est plus facile d'aller vers l'avant. Maintenant, on verra dans les périodes compliquées si on a toujours cette faculté. J'ai tendance à dire, toute précaution gardée, qu'il faut savourer ce qu'on a, bien sûr, mais ne pas s'arrêter à ça, ne pas se contenter de ça et toujours voir plus loin. Et j'espère que l'année prochaine, ce sera la plus dure saison pour tout le monde parce que ce sera la confirmation à avoir et qu'on va être attendu et que l'équipe sera attendue et que nous, on a le job à apporter aussi. Mais j'ai aucun doute sur, en tout cas, l'état d'esprit de tout le monde. Mais justement, tu disais que des fois c'était pas facile. Messieurs, je vous propose d'en apprendre plus sur le staff d'Albi. Kevin, je vais te demander plusieurs questions pour savoir qui est le plus dans le staff d'Albi. Par exemple, qui est le plus Vas-y. pédagogue? Pédagogue. Je dirais Florent Fourcade. Qui est le plus gros râleur? Théo Ziboul. Non, pardon. Non, je rectifie. Lilian Diaz, l'analyse vidéo. Qui est le plus superstitieux? Caroline Lavedrine, la team manager. Est-ce que tu as un exemple à nous donner peut-être? Ouais, tous les jeudis midi, quand on joue au stadium le vendredi, on devait manger au restaurant chez Louis. Si on mange pas là-bas, une fois j'ai failli la rater à cause d'une réunion. Je peux te dire que le matin, j'ai eu pendant 4 heures les oreilles qu'on sifflait, j'ai craqué, j'ai été manger avec eux. Sinon, ils avaient dit qu'on allait perdre le lendemain. Et ça a marché du coup tout au long de la saison? On a gagné. Je sais pas si ça aide, mais en tout cas, on a gagné. Qui est le plus sportif ou sportif du coup? Le plus sportif, il y en a deux là. Il y en a deux qui s'envoient au triathlon, à la course. C'est Clément Prat, le kiné, et Thomas Sinakori, le prépa. Qui est le plus en retard? Théo Ciboul. Qui est le plus mauvais perdant? Ah, ça, c'est moi, ça, c'est sûr. Qui est le plus détesté des arbitres? Franchement, on n'a eu aucun souci avec aucun arbitre cette année, même les référents, les délégués. Franchement, honnêtement, aucun. Honnêtement, je pense vraiment aux arbitres, mais honnêtement, cette année, on n'a eu aucun souci. Pas une fois. Qui est le plus sévère? Le plus sévère, ça, c'est David Pellier, le préparateur physique. Très sévère. Et des petits tours de terrain en plus des fois, c'est ça? Bon, les séances de muscu en plus, le physique jusqu'au bout. S'ils n'ont pas tel objectif, ça court tout seul après. C'est un peu plus dur. Qui est le plus stressé? Plus stressé, plus stressé. Ah, c'est délicat. Joker. J'ai pas d'idée grande tête directe comme ça. Qui est le plus tête en l'air?
Ah, ça, c'est moi aussi. Est-ce que tu as des exemples du coup à nous donner? Ouais, ouais. Bon, on est au bureau à l'étage, le terrain il est en bas, bien sûr, hein. Et je crois que je dois faire 3 allers-retours pour aller chercher soit mon sifflet pour descendre. Après, je remonte pour aller chercher mon casque et je redescends. Et je pourrais tout prendre d'un coup, mais je fais au moins 3, 4 allers-retours par jour parce que j'oublie les choses. Tu es quasiment le plus sportif quoi, au final aussi. Ouais, en marchant, oui, mais pas en courant. Et pour finir, qui est le plus drôle? Et Théo Sivoul, quand même, est plutôt pas mal. Parce que c'est un hyperactif, donc il a beaucoup de blagues qui sortent à la minute et c'est souvent bien propice. Il chambre beaucoup avec Flo. Bon Kevin, merci d'être passé nous voir dans cette émission des Oscars de la Nationale et encore félicitations. Voilà, donc je le répète, le staff d'Albi a été plébiscité par ses pairs et donc élu meilleur staff de la saison de Nationale. Eh bien, encore une fois, c'est moi qui vous remercie. Merci au staff de National, merci au club, mais surtout merci à mon staff élargi, et en priorité Flo et Théo, parce que c'est ma garde rapprochée, on va dire. Merci beaucoup Kevin et bonnes vacances, même si on sait que les managers n'en prennent pas réellement. Et là, je vais entraîner sur le terrain les petits jeunes. Ben, bon entraînement alors. Merci beaucoup d'être Merci à passé vous nous tous, voir. en tout cas, bonne Salut, émission. Kevin. Salut. Jean-Marc, je me tourne vers toi. Donc le staff d'Albi a été plébiscité. Est-ce que c'est une surprise pour toi ou pas du tout? Par exemple, on peut penser au staff de Narbonne qui a été, lui, champion de France. Non, pas très surprenant de voir le staff d'Albi récompensé parce qu'ils ont été premiers sur la phase régulière. Ils ont fait une demi-finale finalement chez eux, pas perdue, puisqu'ils l'ont perdu au tir au but. Et puis surtout, avec un club avec peu de moyens, ils ont eu une intersaison compliquée, un staff qui était nouveau. Et je pense que au-delà de leurs résultats et de leur façon de fonctionner, on a vu une équipe d'Albi, et pour y être allé quelques fois et avoir commenté très souvent, c'est une équipe qui a bien joué au rugby aussi, qui était plaisante à avoir joué. Et en plus de ça, qui a gagné. Ils sont vaincus chez eux. Et surtout, même s'ils ont perdu cette demi-finale, ils l'ont perdu qu'au tir au but. Ils ont fait revenir beaucoup de monde au stade aussi. On l'a vu sur la demi-finale avec une ambiance de fou. Et donc, tout l'ensemble fait que leur récompense est méritée. Et je crois que d'ailleurs, les staffs concurrents ne se sont pas trompés de les mettre en haut de l'affiche. Donc, félicitations à eux. Jean-Marc, on parle souvent de créer un collectif, créer de l'alchimie. Vraiment, il faut que les joueurs soient soudés pour aller loin dans une saison. Mais comment on fait pour un staff pour justement créer une certaine cohésion aussi? Parce que, comme on le disait Kevin, c'est la première année qu'ils entraînent ensemble. Comment on crée cette cohésion dans le staff? Kevin en a parlé un petit peu. Ça a été le leitmotiv de début de saison. Ils ne se sont pas trop pris au sérieux. Ils ont annoncé qu'ils allaient travailler pour les joueurs. Les joueurs ont bien compris que ça allait être dur au début parce qu'il y avait des équipes sûrement mieux outillées qu'eux en termes de qualité et de moyens. Et finalement, je crois que la mayonnaise a bien pris. Je crois que les joueurs ont pris du plaisir à se retrouver. Il y a une vraie liberté aussi de jeu. Et puis, comme dans tous les sports, quand ça gagne, c'est plus facile. Donc ça a bien gagné dès le départ. Et les joueurs se sont accrochés aussi à cet état d'esprit. C'est-à-dire qu'il y avait une volonté de la part du staff de donner une vraie liberté aux joueurs. Et il l'a dit, Kevin, il a même des fois engueulé parce qu'il ne jouait pas assez. Et j'ai l'impression qu'ils se sont pris un petit peu au jeu, mais qu'ils ont pris aussi cette saison comme un amusement. Et finalement, ça leur a réussi puisqu'ils ont bien joué, ils ont gagné. En tout cas, ils ont été premiers de la phase régulière. Et cette alchimie un petit peu entre un staff et les joueurs, elle se fait si les deux sont d'accord. C'est-à-dire le staff et les joueurs. Et l'un ne va pas sans l'autre. Par contre, dès qu'il y a des tensions, obligatoirement, avec en plus des défaites, ça ne marche pas. Là, c'était tout le contraire. Et c'est tant mieux. Et je pense que tout le monde a pris du plaisir. C'est une belle image qu'ils ont donnée au rugby, en tout cas. En tout cas, en parlant de belle image du rugby, je vous propose d'enchaîner directement avec le titre de plus bel essai de la saison qui a été c'est le public qui a voté, pardon. Je vous propose de revoir les 5 essais.
Donc on a revu tous ces magnifiques essais. On a encore pris du plaisir là sur le plateau ensemble en les regardant. Et le lauréat est avec nous. Je propose de prendre la direction de Marc-en-Barreuil. On retrouve Mathias Ortiz. Salut Mathias, félicitations. Tu as été plébiscité par le public. Tu as été élu plus bel essai de la saison nationale. Bon, déjà, comment ça va, j'imagine bien, et comment tu prends cette récompense? Bonjour, ça va, merci beaucoup. Comment je prends cette récompense? Je suis forcément content, voilà, que ce soit le public en plus qui ait voté, c'est que j'espère que du coup ça devrait être du coup assez impartial et que du coup c'est l'essai qu'ils ont trouvé le plus beau. Donc voilà, c'est toujours sympa. Après, voilà. Ouais, tu l'as emporté avec 60% des voix. Ta vidéo, la vidéo de ton essai sur les réseaux sociaux de Rugbyrama a fait 738 000 vues. Donc je me suis amusé un peu à calculer. Ça fait 2,23 fois ton Pays Basque natal qui a vu cette vidéo. 3,1 fois la population de Lille. Voilà, on rappelle Marc-en-Barreuil est dans la banlieue de Lille. Est-ce que tu as réalisé assez vite la médiatisation de ton essai qui a très vite fait le tour de la toile? Pas trop, c'est vrai que à la fin du match, quand en plus on gagne le match, donc on a un peu cette euphorie-là, vu qu'on a quand même eu un peu de mal à gagner beaucoup de matchs cette année. Donc il y avait déjà cette euphorie d'avoir gagné le match. Et en plus derrière ça, tout le monde qui venait me féliciter pour l'essai. Donc bon, sur le moment, je comprends pas trop. Et après, bah oui, forcément, quand je vois qu'il passe sur Elbirama, qu'il y a beaucoup de vues, que beaucoup de gens réagissent, ça fait chaud au cœur. Ça fait toujours plaisir, oui. J'ai cherché un peu avant cette émission, j'ai vu qu'un média australien l'a repris, un média argentin l'a repris, enfin, ça a vraiment fait le tour du monde. Est-ce que tu as reçu des messages toi aussi qui t'ont un peu surpris, qui t'ont un peu étonné? J'imagine que tu as dû en recevoir énormément. Ouais, beaucoup d'amis quand même. Pas forcément des personnes dont j'ai été étonné. Après oui, le fait que ça a été repris, voilà, comme tu as dit, en Australie, par un média espagnol aussi ou argentin. Euh, je pensais pas que ça donnerait autant d'ampleur, mais bon, voilà. Et Mathias, au moment quand tu aplatis le ballon, est-ce que tu as conscience que tu as fait une action de folie ou pas? Ou tu es en mode ah, c'est juste un essai classique? J'ai cette euphorie d'avoir marqué l'essai parce que je relance de loin. Donc voilà, j'ai quand même cette euphorie de me dire ah c'est cool, je finis dans l'en-but. Mais c'est vrai que je pense que je réalise pas qu'il y a eu justement que je tape ce coup de pied, que je reprends la volée derrière. Et donc ouais, non, sur le moment, je réalise pas vraiment. C'est vraiment plutôt après coup. Et le petit sombrero, il évolue ou pas? Non. Non, non. Je vais être honnête, hein, non, non, carrément pas. Enfin, je mets le pied pour essayer de justement retaper par-dessus je crois que c'est le 9 qui couvrait le deuxième rideau. Et au final, ça réussit et ça retombe dans mes mains en plus. Donc, c'est aussi ça la magie du ballon ovale qui fait que le rebond il retombe pile dans mes mains, quoi. Il paraît que Donc, le secret de ton essai, c'est ta pointure de pied. ouais. Je le prends du bout du pied, donc je pense que si je faisais une taille de moins, je retapais pas dedans et c'était un gros loupé, mais bon, tant mieux. Bon, Mathias, il y a des gens qui ont un message pour toi et notamment une personne qui souhaite se lancer dans le commentaire sportif. Je propose de regarder et d'écouter ça. Et Gounon, mon Mathias. Bon, on m'avait demandé de recommenter cette vidéo, enfin, surtout de ton essai. Mais je pense que c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire. Je voulais juste vraiment te féliciter, mon pote. Parce qu'après la saison qu'on a passée, qui était assez compliquée, tu as su me sortir un essai de magicien, le magicien d'Oz, comme je t'appelais, ou le basque bondissant, bien sûr. Mais surtout, ouais, je voulais juste te féliciter, mon pote, et profite de ce soir, c'est ton moment. Et on se revoit le 22 juin, et je te lâcherai pas, par contre, donc accroche. Adios. Qui est ce monsieur au chapeau? Alors, c'est Victor Fibalas-Burel, Fifi plutôt. C'est le clown du vestiaire. Voilà, il met toujours la bonne humeur dans le vestiaire, toujours la bonne petite blague.
toujours la bonne humeur, quoi. Donc voilà. Et c'est donc celui qui avait commenté l'essai. Donc on le voit qu'il est bien énergique quand il faisait commentateur pour ce match-là. Allez, il y a une autre vidéo pour toi, je te laisse la regarder aussi. Bon, cet essai dont tout le monde a parlé, ça part d'une belle perte de balle. Une de plus dans notre superbe saison. Coup de pied du 10 de Bourg, bien haut, bien fort. Heureusement, c'est pas Mathias qui est en dessous parce qu'avec ses cheveux qui traînent dans les yeux, souvent 2 mètres devant, 2 mètres derrière, mais rarement dans ses mains. Et là, relance, pied gauche, dégueulasse. Coup du sombrero, il sait pas comment il a fait, ben, ça tombe bien nous non plus, puis c'est pas la peine de courir à côté, le ballon, Mathias on connaît, il le donnera pas. Quand même failli se faire reprendre à la fin, hein, mais c'est normal, 25e minute, il sort déjà d'une ou deux séquences de crampes, donc on peut pas en attendre beaucoup plus. Bon, en attendant, Mathias, félicitations pour ce titre du plus bel essai de la saison de nationale, tu es bien mérité, puis j'espère que l'année prochaine tu vas en marquer bien plus et nous faire gagner aussi un peu plus de matchs. Ciao, bonnes vacances. Bon, Mathias, est-ce que tu souhaites qu'on le prenne comme commentateur à Rugby Rama? Ça peut, à lui? Oui. Ah oui, ça peut être pas mal aussi. Ben, vous l'avez bien vu de toute façon. Toujours à faire pareil, des petites blagues. Un peu plus papa du vestiaire quand même. Mais voilà, ouais. Non, il est bon aussi dans ce registre-là de commentateur. Je pense qu'il peut être pas mal. Pour ceux qui ne l'ont pas reconnu, évidemment, c'est Antoine Lefebvre, également un de tes coéquipiers à Marc-en-Barreuil cette saison à tes côtés. Mathias, merci d'être passé nous voir et encore félicitations pour avoir été plébiscité par le public et avoir remporté ce titre de plus bel essai de la saison de National. Merci beaucoup à vous. Merci et au revoir. Bonnes vacances au Pays Basque. Merci. Bon, Jean-Marc, je me tourne vers toi. Est-ce que des essais comme ça, tu en as déjà marqué dans ta carrière ou pas? Non, j'étais pas assez bon pour le pied déjà. Et non, c'est incroyable, l'essai qu'il a marqué. Il vient de notre monde. Et surtout, moi, ce que j'ai trouvé particulier sur cet essai, c'est que c'est osé parce qu'il joue dans une équipe qui ne gagne pas beaucoup. Je crois qu'on est à la 25e minute, il y a 7-6, il me semble. On est à la 18e journée, donc je pense qu'il y avait une pression pour Marc-en-Barreuil. Un match contre Bourg-en-Bresse, en plus, qui reçoivent Bourg-en-Bresse, qui est une équipe concurrente un peu dans ouais, voilà, c'est ça, c'est un match un peu tendu parce que ça joue le bas de tableau. Et puis, on le voit récupérer une touche rapidement. Et je pense que dans ce contexte, 9 joueurs sur 10 auraient attendu et on aurait une vraie touche normale. Et lui prend le parti de contre-attaquer, de jouer cette touche rapidement. Et puis après l'essai, il y a tout. Il y a l'audace, les coups par-dessus, récupération, un crochet, et puis une double accélération entre deux pour les marquer avec une feinte de passe, marquer un coin. Chapeau, ouais. Donc c'est aussi récompenser cette audace de ce joueur qui a un gros gabarit. Et qui, malgré le fait qu'il joue dans une équipe qui a été souvent dominée, arrive à sortir un petit peu au-dessus. Et donc, déjà, je vais le féliciter. Et puis surtout, ça peut donner des envies à d'autres. En tout cas, pour ma part, non, ça n'a pas été le cas pendant mes 15 ans de carrière. Non. Ashraf, cette équipe de Marc-en-Barreuil, tu l'as regardée dans la saison. Est-ce qu'on peut dire que ça a vraiment été l'éclaircie dans une saison qui a quand même été difficile avec des résultats en dents de scie et un maintien arraché, il faut aussi le dire, un peu grâce au forfait de Tarbes et de Niort? Et justement, ils peuvent indirectement être soulagés du forfait de Tarbes et de Niort, même si on n'est pas content du malheur des uns, mais malheureusement ça fait le bonheur des autres, car Marc-en-Barreuil était vraiment en difficulté. Et en plus, c'était une saison vraiment frustrante parce qu'il y avait certaines rencontres où ils tenaient bon, notamment face aussi à Albi parfois, où la première mi-temps, ils étaient là, ils accrochaient des grosses équipes et ils s'écroulaient en deuxième mi-temps. Vraiment, c'était deux visages dans une même rencontre. Mais je pense qu'ils peuvent tout de même construire sur cette saison-là, et notamment avec des talents comme on a vu, mais il y a Mathias, mais il y en a d'autres notamment. Je pense que ça va être une saison de transition et que l'année prochaine, ils vont revenir plus fort. Et je vous propose de regarder qui a été élu meilleur espoir de la nationale par la rédaction. Et le ballon porté qui s'organise avec Léo Chauvin, ça avance côté niçois, c'est dangereux.
ça joue vite avec la percussion de Léo Chauvin qui avance, qui gagne son duel. Je vous propose de retrouver Léo Chauvin qui est avec nous. Salut Léo, félicitations pour ce titre de meilleur espoir de la nationale que la rédaction te décerne. Comment tu prends ce titre? Eh bien, je le prends plutôt bien. Je peux que bien le prendre. J'ai déjà eu le il y a quelques mois. Justement, je parlais de ces ambitions-là. Et ça s'est plutôt bien passé, donc très bien. Ouais. C'est ta première saison à Nissa Rugby. L'année dernière, tu étais encore en équipe espoir à l'Union Bordeaux-Bègles. Comment tu as réussi à t'intégrer dans cette équipe et progresser au point de devenir titulaire comme lors du dernier Access Match et progresser pour avoir juste aussi ce titre de meilleur joueur de la nationale, meilleur jeune pardon de la nationale? Ouais, au début, c'était un peu compliqué. Forcément, comme tu l'as dit, première saison en professionnel, donc il fallait se mettre au niveau et travailler. Après, m'intégrer dans le groupe, c'est plutôt facilement. Il y a des très bons groupes avec des très bons mecs. Du coup, ça a beaucoup aidé. Ça m'a aidé, notamment avec qui m'ont bien épaulé et qui m'ont mis en confiance. Et après, une fois que la confiance est là, oui, c'est que du plaisir, c'est ce qu'on aime faire. Donc, les performances après, elles suivent. Donc, bonjour Léo, félicitations pour Bonjour. le titre de meilleur espoir. Est-ce que aussi cette prise d'expérience aussi, tu la dois peut-être aussi au cadre du vestiaire qui t'ont aidé, peut-être Pat Léafa qui joue au même poste que toi, voilà, joueur de 37 ans vraiment expérimenté, est-ce qu'il t'a aussi aidé dans ton apprentissage? Oui, totalement. Pat m'a beaucoup accompagné tout au long de la saison. Il y a aussi, j'ai donné aussi qui m'a beaucoup aidé. Il y avait Rain Barkaf et même Pierre Tripoli qui m'a beaucoup accompagné. J'ai été bien entouré. Et ça m'a permis de bien travailler. Il y avait une bonne course et la base pour C'était ta première saison, comme tu le disais, en professionnel. Qu'est-ce que tu retiens au-delà du succès collectif avec cette montée acquise en Pro D2 après l'Access Match? Qu'est-ce que je retiens? Franchement, la vie de groupe, l'extra sportif, un peu tout, je dirais. Franchement, je ne sais pas trop quoi dire, mais c'était une bonne première saison. Et maintenant, ça me lance dans le grand bain. Je ne sais pas si tu réfléchis, parce que c'était il y a seulement 3 jours que vous avez gagné cet Access Match donc face au Stade Montois, mais comment tu appréhendes déjà cette montée en Pro D2 où tu seras peut-être élu aussi meilleur espoir la saison prochaine, qui sait? J'aime, mais on verra. Déjà, il faut s'adapter au niveau et jouer. Après, comment je la vois, effectivement, je ne le réalise pas trop encore, mais c'était l'objectif, donc franchement, c'est réussi. Et maintenant, j'ai plutôt hâte dans le groupe de jouer et de monter à ce niveau-là et qu'on n'ait pas la figure. Dans quel domaine tu estimes avoir progressé cette saison? Surtout dans le combat, donc les tâches combattues. National, c'est assez rude, donc forcément j'ai été servi. Je vais travailler là-dessus. Et après sur ma conquête, à mon poste, c'est très important. Donc sur le lancer, la régularité, et après sur la mêlée, être présent. Bon Léo, si tu es comme ça en pleine rue, il faut le dire aux gens, c'est parce que tu sors de tes examens. Alors déjà, est-ce que ça s'est bien passé et quel genre d'examen tu passais? Ouais, là je suis un peu au dépourvu. Là, je suis à 200 mètres de chez moi, donc j'ai répondu vite fait. Là, je suis en master en 3e année de marketing entrepreneurial. Et là, bon, ça pas tellement de réveil, donc je suis à mais c'est vrai qu'il y a alterné peu sportif. Mais là, je finis vendredi et après, l'année prochaine, je vais peut-être m'orienter vers un master. Je verrai. Panne de réveil, est-ce que ça peut être lié au fait que vous fêtez peut-être encore la montée en Pro D2? Ça peut être lié. Bon, on peut trouver un petit lien. Ouais. Bon, en tout cas, cette saison, tu n'as pas été en panne. Et pour finir, Ashraf avait une petite question pour toi.
Oui, j'avais une petite question parce que pendant la finale notamment, tu as beaucoup marqué certaines personnes avec ton mulet. Est-ce qu'avec Hugo Sarrazin, vous êtes mis d'accord sur la coupe ou pas? Eh bien, ouais, effectivement, avec Hugo, ben, moi quand je suis arrivé, j'avais un peu les cheveux courts. Et petit à petit, et Hugo m'a dit, mais pourquoi tu ne laisses pas pousser? Je lui ai dit, bon, ben d'accord, jusqu'à la finale, je laisse pousser. Et au final, bon, ben, voilà, on regarde nos mulets et on reconnaît comme ça sur le terrain et c'est sympa. Ah oui, je te confirme, on vous reconnaît vraiment bien vous deux, le 2 et le 6, on vous reconnaît direct. Par contre, il va falloir que tu te laisses pousser les dents. Là. J'ai l'impression qu'il y en a une qui est partie en cours de route. Et malheureusement, elle est partie, elle s'est fait la malle et j'ai cassé ma prothèse il y a quelques jours. Donc là, je suis avec un beau sourire. Bon, maintenant, saison finie, examen fini, c'est bon, tu as le temps de réparer tout ça. Exactement, un peu de vacances et retour aux affaires l'année prochaine, cet été. Bien écoute, je te remercie d'être passé nous voir et encore félicitations. Voilà, la rédaction t'a décerné le titre de meilleur espoir de la nationale. Et bien, merci à vous et une bonne fin de mag. Merci beaucoup Merci. Léo, bonnes vacances. Bon, Jean-Marc, je me retourne vers toi. Est-ce que toi aussi tu as déjà eu quelques défis capillaires dans ta carrière ou pas? Oui, une année avec les Casserets, on avait fait un pari que si on gagnait à Dax, c'était un match un peu important pour nous, on se teignait en blond, on était 3-4 joueurs. C'était des joueurs qui avaient des cheveux courts, très courts, moi j'avais pas les cheveux très courts à ce moment-là. Donc le lundi, tout le monde est passé chez le coiffeur et on s'est tous mis en blond. Et le mardi, ils étaient tous rasés. Et moi, par contre, je l'ai gardé pendant bien longtemps avec des différences de couleurs au fur et à mesure du temps. Et c'était pas très très joli. Ouais. Donc je me rappelle bien. Ouais. Il y a certains qui n'ont pas trop assumé, quoi. Ils ont assumé 24 heures. Hein. Mais bon, c'était le pari, ils l'ont fait. Moi, je les garde un peu plus longtemps. Ouais. Bon, Jean-Marc, pour revenir sur Léo Chauvin, donc, à qui on a décerné le titre de meilleur espoir de la nationale. C'était sa première saison, comme on l'a dit, en pro, il y a des espoirs de l'UBB. Quand on est entraîneur et qu'on a un jeune qui arrive comme ça, comment on gère son évolution et sa progression tout au long de la saison? Déjà, c'était bien qu'on le lâche et qu'il ait du temps de jeu parce que souvent, au très haut niveau, au top 14, même certaines fois en Pro D2, il ne joue pas. Donc la nationale lui a permis d'avoir du temps de jeu. Il a été en concurrence avec 2-3 joueurs, notamment avec Pat Leafa, qui était un joueur confirmé de Pro D2, puisqu'il est arrivé de 7-8 ans de Vannes. Et surtout, un joueur, il est bon parce qu'il joue et parce qu'il a du temps de jeu. Donc ils ont bien géré sa saison au niveau du staff, puisqu'il a été quelquefois remplaçant. Il a partagé le temps de jeu et par contre sur les 4 derniers matchs et les matchs importants, hein, c'est-à-dire la demi, la finale et le match d'Access, il a pris sa place de titulaire. Donc ça se fait progressivement. Faut pas non plus, c'est pas un petit joueur et pas un joueur qui est arrivé comme ça. C'était quand même international U20. Et il fait partie quand même de l'élite du rugby français à son poste, donc c'était bien qu'il ait ce temps de jeu. Et naturellement, je crois qu'il a imposé, il a dit, sa progression dans la conquête, et il a imposé son jeu pour être finalement titulaire sur des matchs de phase finale et des matchs importants. Quand on a un jeune à fort potentiel, ça peut être trop risqué justement de le lancer trop tôt. Non, moi je pense pas, surtout lui qui connaissait déjà les matchs internationaux, il arrive du club de Bordeaux qu'on connaît avec sa formation et son statut de gros club, hein, puisqu'ils sont encore une fois champions d'Europe. Non, on ne prend pas de risque sur le sens où on voit évoluer le joueur aux entraînements tout au long des matchs et de la saison. Et à un moment, on sent si le joueur il va passer le cap ou pas, et je crois que ça se fait naturellement. Et déjà, quand on est international comme lui, de moins de 20 ans, on est dans l'élite de sa génération. Et puis, la preuve, c'est qu'il est allé titiller quand même Pat Leafa qui avait 37 ans, preuve que la qualité du joueur, elle existait. C'est aussi cette division qui est importante pour lancer des jeunes et leur donner du temps de jeu qu'ils n'ont pas en top 14 ou en Pro D2. Donc tout le monde est gagnant, le club, le staff et les joueurs, parce qu'ils brillent aussi, donc tout va bien quand c'est comme ça. Allez, je vous propose d'enchaîner avec
le titre principal, celui de meilleur joueur de la saison de National, qui a été plébiscité par le public. Je vous propose de découvrir du 12e au 6e. Voilà donc pour les premiers joueurs qui connaissent désormais leur place dans ce classement. Achraf, il me semble que tu voulais t'attarder sur un joueur, c'est le demi d'ouverture de Massy, Anselme Messellier qui est 9e. C'était sa première saison dans cette division nationale, il arrive de National 2 de Salles. Et Achraf, ça a été un de tes joueurs préférés dans cette saison de National. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est le sniper massicois, comme j'aime bien l'appeler, face aux perches. Toutes les équipes le savaient, notamment Narbonne. Quand vous faites des erreurs ou quand vous êtes indiscipliné face à Massy, vous allez le payer cher. Et Sellier l'a montré avec un des meilleurs taux de pourcentage de réussite cette saison-là. En plus, beaucoup utilisé, 26 matchs, 23 en tant que titulaire. Ça montre son efficacité aussi, 247 points inscrits. Je pense que tout est dit dans les stats que je viens de donner. Juste, c'est dommage malheureusement le fait qu'il est passé à côté de son match contre Narbonne lors du barrage. Et je pense que justement les Massicois l'ont senti, le fait que vraiment leur chef d'orchestre n'était pas en forme. Mais malheureusement, bon, vous l'avez vu parmi les nommés dans ce top 12, on a beaucoup de bons ouvreurs. Donc la place était chère en 10. Mais en tout cas, ces bonnes performances n'ont pas échappé au staff de Nevers qu'il a recruté pour la saison prochaine. Je vous propose de découvrir désormais le joueur 5e de ce classement. Messieurs, en plateau, vous étiez émerveillés par cet essai de Lucas Costa. Ce n'est pas le seul qui l'a marqué. Il a terminé meilleur marqueur de la saison de National avec 12 réalisations. Jean-Marc, quand on a un troisième ligne comme ça qui met dans l'équipe d'à l'avancée, j'imagine que c'est un des premiers joueurs qu'on coche sur la feuille de match. Oui, sûrement. Et puis, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'équipes qui jouent avec des troisième lignes dans les couloirs des 15 mètres pour aller chercher notamment ce genre d'action. Alors, certains les finissent plutôt bien. Lui, il le finit plutôt très, très bien. C'est une action de plus de 50 mètres avec, pareil, comme tout à l'heure, avec des actions individuelles où on y voit un petit peu tout, hein, des raffus, des réaccélérations, des crochets, et puis aller chercher cet essai au bout de 50 mètres. Pour une troisième ligne, bien sûr que ça prouve la qualité du joueur. Et quand on est entraîneur, on a besoin de ce genre de joueurs. Obligatoirement, on les coche plus que les autres. Ouais. Lucas Costa, la saison prochaine, son nom sera coché sur la feuille de match de Soyer-Angoulême, où il s'est engagé pour les prochaines saisons. Allez, désormais, je vous propose de découvrir le 4e joueur de ce classement. Yon Kamou, donc 4e avec 12% des voix. Achraf, on a beaucoup parlé du paquet d'avant de Périgueux cette saison, à juste titre. Donc il y a aussi des 3/4 qui réussissent au CAP. Et justement, comme tu l'as dit, Périgueux, très gros pack, mais ils savent aussi utiliser le ballon derrière, les Périgourdins, notamment avec Yon Kamou. 26 matchs, tous en tant que titulaire, l'un des joueurs, le joueur le plus utilisé. C'est le joueur le plus utilisé. Le joueur le plus utilisé dans cette saison, ce qui est incroyable. Et j'avais lu une interview de Didier Casadei qui disait que, tout simplement, parce qu'il cochait toutes les cases, il répondait aux attentes, c'est un joueur régulier, qui est bon sur les ballons hauts, qui est bon en course, qui sait se proposer dans le jeu. Donc, comment ne pas mettre Yon Kamou titulaire? En plus, il joue aussi en 15, donc il peut couvrir plusieurs postes, c'est limite l'un des joueurs parfaits à l'arrière. S'il peut tout couvrir, pourquoi pas l'utiliser? En tout cas, ça a visiblement bien réussi et ça a surtout plu au public qui lui a offert 12% des voix. Allez, je vous propose d'enchaîner et de découvrir le 3e joueur. Donc on arrive sur le podium, le 3e meilleur joueur de saison de National, selon vos votes.
Bon, Jean-Marc, je me retourne vers toi une fois de plus, mais est-ce qu'on est vraiment surpris de voir Pina Kalibou sur le podium et peut-être même surpris de ne pas le voir plus haut tant on se rappelle de sa saison? Ouais, on n'est pas surpris du tout de le voir sur le podium. Alors, c'était la question, quelle place il allait avoir sur le podium? Il est 3e, mais bien sûr qu'il aurait pu être un peu plus proche de la place numéro 1. Mais il a été très bon, notamment sur les 20 dernières minutes en finale. On peut lui reprocher d'avoir été un petit peu des fois irrégulier, mais on va l'excuser avec un peu son âge. Et puis aussi un peu la saison, quelquefois un petit peu irrégulière de Narbonne sur des matchs de phase de poule réguliers. Bien sûr que sa puissance, sa qualité de joueur, de perforation, capable de passer, capable de franchir et de casser les défenses, qui permet ensuite le jeu après lui. C'est chaque fois qu'il a un ballon, il y a 3 défenseurs, donc il ouvre des espaces pour les partenaires. Il était incontournable, bien sûr, de le voir sûrement sur le podium. Et puis surtout, avec son poids et sa puissance, il a une dextérité de main incroyable. Donc bien sûr, ce genre de joueur, on est aussi content de l'avoir dans les effectifs. Et c'est une place de numéro 3 bien méritée. Pina Kalibou qui a eu 14% des voix donc pour l'ancien joueur de Perpignan. Et sans plus entendre, je vous propose de retrouver le deuxième joueur de ce classement de meilleurs joueurs de la nationale. Jean-Marc, Achraf, pourquoi selon vous Thibaut Santoro est deuxième de ce classement avec 17% des voix? Je vais commencer, Jean-Marc, tout simplement car ça a été l'un des hommes vraiment importants cette saison, surtout dans les phases finales de Narbonne. Vraiment, je pense que Narbonne peut vraiment remercier Thibaut Santoro. On en parlait dans la rédaction tout à l'heure, important face à Massy, leur permet de leur garder la tête hors de l'eau en première période. Ensuite, Narbonne a déroulé. Face à Albi, dans ce duel de sniper contre Théo Vidal, vraiment, il a su tenir tête, vraiment 2-10 de grande classe. Et en finale, où il marque cette transformation hyper importante à 76e, cette pénalité à 70e, qui permettent à Narbonne de passer devant. Donc chapeau à Thibaut Santoro, qui pouvait aussi prétendre à la première place. Jean-Marc, on en avait parlé ensemble avant cette demi-finale face à Albi. En quoi Thibaut Santoro est vraiment capital dans le système de jeu de Narbonne? Il vient de le dire, il a été époustouflant sur la dernière partie de la saison. Ça a été le maître à jouer de cette équipe de Narbonne. Et je crois que si Narbonne a eu le titre, il n'y est pas étranger dans la capacité à faire jouer son équipe, dans la capacité à déplacer le ballon au pied. Il a un tir au but où je crois qu'il a fait presque un sans faute sur les 3 dernières rencontres. Et surtout, moi j'ai beaucoup aimé le joueur par rapport à son jeune âge et cette maîtrise qu'il a eue, notamment sur la finale où on le sent d'une sérénité exemplaire, où il a été capable de mettre en avant son équipe quand elle était un peu dans le doute, et surtout il était capable d'alterner. Il est capable d'alterner le jeu court, le jeu large et bien sûr son jeu au pied qui est, avec sa patte gauche qui est magique. Un joueur sûrement qui va aller côtoyer, d'après moi, rapidement le top 14 ou la Pro D2. En tout cas, on le lui souhaite. Mais c'est un joli podium en tout cas. La Pro D2, c'est sûr déjà. Oui. Et Narbonne qui a été promu, évidemment, le top 14. On lui souhaite, messieurs, c'est longtemps attendu. On va découvrir avec 20% des voix qui a été le joueur plébiscité par le public et qui est donc élu meilleur joueur de cette saison 2025-2026 de National. David Alejade, allez, Théo Vidal. Allez, va-t-il ouvrir le score ici à Albi? Oui, oui. Même si, attention, il a donné un jeu au pied, là il y a peut-être un 50-22 de la part de Vidal à récupérer ça. Oh, le 50-22 de Théo Vidal! Excellent jeu au pied de Théo Vidal. Totalement dans les clous de Vidal que vous me présentiez en avant-match comme... Oui, c'est un gars qui a de la vista, hein. C'est un très bon joueur. Et un très bon buteur. Et un très bon buteur, oui.
Vidal, avec 20% des voix, qui est élu par le public meilleur joueur de la saison de National. On l'accueille justement. Bonjour Théo, toutes nos félicitations pour ce titre de meilleur joueur de la saison de National. Tu étais un peu dans les coulisses, tu attendais de prendre la parole. Comment tu as vécu ces noms qui s'égrenaient un à un sans voir le tien? Ouais, bonjour à tous. Déjà, merci beaucoup. Quand je vois le podium, bien sûr, deux Narbonnais qui méritaient, je pense, peut-être la première place. Nakalevou qui a des qualités physiques incroyables. Quand je vois la demi-finale qu'il fait contre nous, où il tient toutes les prolongations, moi, dans ma tête, je me disais que peut-être il allait se fatiguer, mais il n'a jamais été fatigué. Et Thibaut qui, je pense, a mené son équipe au titre. Voilà, il a été très fort au but et très fort dans la gestion sur les phases finales. Et je pense que ces deux acteurs ont été très importants dans le titre de champion de Narbonne. Donc je pense aussi qu'ils méritaient la première place. Jean-Marc, pourquoi, selon toi, le public a plébiscité Théo Vidal? Et parce que c'est meilleur. Non, félicitations Théo, je suis content que ça soit toi. En tout cas, je crois qu'aujourd'hui, personne ne s'est trompé. Théo, il a été l'âme de cette équipe d'Albi sur la saison régulière où Albi a été époustouflant. Théo fait partie, bien sûr, ça a été le meneur, le maître à jouer de cette équipe, autant sur le jeu au pied que le jeu à la main. Il a une réussite de 80% quasiment, je crois, sur le tir au but. Et c'est vraiment le détonateur du jeu d'Albi cette année, avec une confiance terrible. Il a été capable de dépanner à la mêlée aussi. Et on parle souvent de gros gabarits dans le rugby moderne. C'est pas le plus gros des gabarits, en tout cas c'est un des plus doués, ça c'est certain. Et puis on le voit sur ses tirs au but, il est capable de mettre des pénalités de plus de 50 mètres. C'est un joueur complet, c'est un joueur qui aime le rugby. Il arrive d'un endroit où on aime le rugby, du côté de Bagnères. Et puis surtout, il transpire la bonne humeur. Je crois qu'il a véhiculé aussi cette image de quelqu'un qui a envie de jouer au rugby. Moi, je suis très content. En plus, c'est un charmant garçon. Je crois qu'il mérite amplement, même si, comme il le dit, les Narbonnais, en étant champion, aurait mérité peut-être une première place. En tout cas, il ne la vole pas et moi je suis content qu'il soit parce que on parle souvent des ouvreurs en France et même en national il y en a de très bons puisque les deux premiers sont des ouvreurs et Théo mérite largement son titre de meilleur joueur de national. Je le félicite et en tout cas l'équipe d'Albi doit être contente de l'avoir avec lui. Théo, dans cette saison, est-ce que tu as senti que c'était peut-être la meilleure saison de ta carrière sur le plan personnel? Est-ce que tu as senti que tu marchais un peu sur l'eau? Marcher sur l'eau, non, mais bien sûr que j'ai senti que j'étais en confiance et surtout la confiance qui m'a permis de faire ces prestations, bien sûr mes coéquipiers et surtout voilà, notre staff qui est arrivé en cours d'année, un peu sur le tas en début de saison. Et qui nous a apporté beaucoup de confiance, on en avait besoin. Et quand tu es à l'ouverture et que tu as un staff qui te fait confiance, tu peux tenter. Et si tu rates pas, c'est pas grave parce que tu as la confiance des coachs, tu as la confiance des mecs. Donc c'est un peu ça qui fait basculer les choses chez un peu tous les joueurs. Donc quand ils ont de la confiance, bien sûr que tu es meilleur et tu as envie aussi de leur donner plus. Donc voilà, je pense que c'est un peu toutes ces choses réunies qui m'ont permis de faire cette saison. Alors quand la rédaction t'a invité à cette émission, nous ne t'avons pas dit que tu étais élu meilleur joueur de la saison. Est-ce que tu t'en es quand même douté un peu ou tu ne pensais pas être plébiscité? Pas forcément parce que, comme je vous ai dit, je pensais que les Narbonnais quand même auraient eu la première place au vu de leur titre. Voilà, c'était mérité pour eux. Bon voilà, le public a voté. Voilà, je ne m'attendais pas forcément là. Théo, je te propose d'écouter la question qu'a pour toi quelqu'un. On voulait juste te dire à quel point on est tous très fiers de toi. Tu as travaillé dur, tu n'as jamais rien lâché, tu mérites tout ce qui t'arrive aujourd'hui. Être élu meilleur joueur de national, quelle belle réussite. Une belle récompense pour toi. On t'aime très fort et on te souhaite plein de belles réussites pour la suite. Allez Théo, parmi ces années de rugby, quel est ton meilleur souvenir? Félicitations parrain, je suis trop fière de toi. Salut Tété. Est-ce que quand tu étais au COS à mon âge, tu rêvais de faire une carrière comme celle-ci et vivre du rugby?
Alors, est-ce que tu peux nous présenter ces diverses personnes et ensuite répondre à ces deux questions qui t'ont été posées? Ouais, mais le premier, c'était ma sœur avec Valentin, son compagnon, et mes deux parents. Et ensuite, c'était mon petit-neveu, enfin filleul, et mon petit cousin, voilà, qui joue, les deux, ils jouent actuellement à Saint-Lary, au rugby à Saint-Lary, au COS, où j'ai commencé, où on a commencé avec Matteo Custala, d'ailleurs, on était à l'école de rugby ensemble. Donc, c'est vrai que c'est sympa de les voir et je les remercie pour leur message, c'est très gentil. Et du coup, pour répondre à la première question, donc, quel est ton meilleur souvenir dans le rugby? Ouais, c'est peut-être quand j'étais à Bagnères, j'avais posé le ballon sur le tee, j'avais voulu te taper un coup de pied pour l'ailier, alors qu'on n'avait pas le droit, mais je ne savais pas. Et l'arbitre, il est passé à ce moment-là et j'ai tiré dans la tête. Et du coup, il m'a mis une pénalité contre moi. J'ai même cru qu'il allait m'exclure, mais il m'a mis une pénalité contre. Donc ouais, c'est un souvenir assez marrant que j'aime raconter. Ouais. Est-ce que c'était déjà pour Matteo Custala, à l'image de cet essai qu'on a vu contre Périgueux, qui était nommé pour être parmi les plus beaux essais de la saison nationale? Comment? Je n'ai pas entendu parler. Est-ce que c'était déjà une passe au pied pour Matteo Custala, à l'image de cet essai qu'on a vu contre Périgueux, qui était parmi les 5 plus beaux essais de la saison? Ouais, ben avec Mathéo, on se connaît depuis tout petit. Bon, on n'était pas ensemble, on a 2 ans d'écart, mais voilà, on s'est toujours suivis. Nos pères sont agriculteurs à tous les deux. Ils jouent ensemble en 3e ligne quand ils étaient en junior, donc c'est vrai qu'on se connaît très bien les familles. Donc c'était hyper bien de jouer ensemble cette année. Et lui aussi, je pense qu'il aurait mérité d'être un peu plus haut dans ce classement au vu de sa grosse saison. Et pour répondre à la deuxième question, celle de ton petit cousin, est-ce qu'à son âge, tu t'attendais à faire une aussi belle carrière? Ben, petit, j'en rêvais beaucoup d'être rugbyman professionnel. Après, en grandissant avec l'adolescence, ça m'est un peu passé. Et après, ça m'est tombé un peu sur le coin du nez. Quand j'étais à Bagnères, voilà, je jouais à 19-20 ans en Fédéral 1. Et mon manager à Bagnères, qui est l'entraîneur des Avants de Narbonne, qui m'entraînait. Et donc ça m'était tombé un peu sur le coin du nez. Albi m'avait appelé, on les avait dans la poule. Et voilà, j'avais un peu baissé les bras par rapport à ça. Et bon, le destin a fait que... Théo, je te propose d'écouter une autre question qu'il y a pour toi. Salut Théo, c'est Lolo. Petite vidéo pour te féliciter pour ton titre de meilleur joueur en national cette saison avec Albi. Je suis ton parcours avec attention. Je suis très fier de toi en tant que premier éducateur à Saint-Lary. Et petite question, plutôt numéro 9 ou numéro 10? Moi, je te préfère en 10 personnellement. Allez, bise. Ciao, ciao. Ouais, ben Laurent, c'est un peu lui qui m'a tout appris dans la stratégie du jeu et surtout au pied. Il venait me chercher après l'école, il me faisait bosser en plus. Donc c'est vraiment quelqu'un à qui je dois beaucoup et qui a été fondateur dans ma carrière et qui m'a toujours suivi. Donc c'est quelqu'un à qui on a gardé contact. Voilà, je lui dois beaucoup et je suis très reconnaissant envers lui. Et comme lui, je préfère quand même le poste de numéro 10. Allez, je te propose d'écouter une autre question parce que décidément, on en a reçu beaucoup sur notre boîte mail au Midi Olympique. Ok. Félicitations Théo. J'espère que le fait d'avoir travaillé les mêlées en pleine nuit t'ont apporté beaucoup cette saison. Alors, qui sont ces gens et pourquoi travailles-tu des mêlées en pleine nuit, en pleine saison? Mais à droite, c'était mon meilleur ami avec son père, donc bon, c'est comme de la famille, c'est comme mon oncle et mon frère, quoi. Et au milieu, c'était ma cousine. Donc c'est que, bon, après une soirée un peu arrosée, je suis rentré dans la chambre de mon oncle et voilà, je l'ai réveillé, on a fait une mêlée dans le couloir avant qu'il me mette au lit parce qu'il en avait un peu marre. Et voilà, c'est resté un peu, c'était il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Est-ce que tu te sens, si jamais il faut dépanner la saison prochaine, d'assurer en mêlée ou pas encore? Il va m'en manquer un peu, je pense quand même. Bon, et on a reçu une dernière vidéo de 3 personnes, je te laisse la regarder. Adieu la vide, félicitations. Bon allez, trêve de cérémonie, passons aux choses sérieuses. Bon David, on a entendu qu'il y avait une institution dans la vallée, un bar qui préférait passer tes matchs que les matchs de top 14. Donc nous là on est en Bretagne, mais on veut te rejoindre pour faire la bringue, donc est-ce que tu peux nous rappeler l'adresse s'il te plaît? A bientôt la vide. Ciao la vide. Matteo Custala, Titon Pouzoulik et Antoine Bouzeran, qui sont actuellement en Bretagne chez Titon Pouzoulik.
Donc il a pas l'air de faire très beau à mon avis. Et ouais, le bar qui parle, c'est chez Jules à Saran-Colin, c'est un copain à moi qui le tient. Et voilà, on aime bien s'y retrouver pour passer de bonnes soirées. Voilà. Il y a toujours des anecdotes. Et d'ailleurs, quand j'ai fait la mêlée avec mon oncle, c'était en revenant de là-bas. Donc voilà, il a un peu connu le bar. Bon, Théo, en ce moment, pour toi, pas de mêlée. Plutôt, il me semble, une transhumance qui se prépare, c'est ça? Ouais, ce week-end, bon, on a déjà commencé ce matin à monter le sel et tout ça aux brebis. Donc vendredi et samedi, ouais, on va chercher les brebis et on les monte au Grange du Moudon. D'ailleurs, d'où la chanson qui vient de là-bas. Et voilà, donc samedi, toute la journée, on a la transhumance. Donc là, on parle de tes vacances, mais est-ce qu'au début, ça a été difficile un peu d'évacuer cette frustrante défaite en demi-finale au tir au but face à Narbonne? Mais difficile, moi j'ai un peu du mal à basculer parce que vraiment je nous voyais aller plus loin, on avait un groupe de fous, des entraîneurs de fous, donc j'ai un peu du mal à réaliser. Je pense que je l'ai toujours pas digéré, même si je suis en vacances chez moi et je suis conscient que la saison est finie. Mais j'ai toujours l'impression que ça va continuer plus longtemps, donc voilà, je pense que je vais mettre un peu de temps encore à la digérer, mais il va falloir que je la digère avant de reprendre une nouvelle saison pour passer à autre chose. Bon, Théo, merci d'être venu nous voir dans cette émission des Oscars de la Nationale. Et encore félicitations, tu as été plébiscité par le public, tu es élu avec 20% des voix meilleur joueur de la saison de Nationale 2025-2026. Et merci à vous, merci pour tout ce que vous faites pour la nationale, parce que je pense que ça a compté pour beaucoup de joueurs. Donc quand je vois le nombre de joueurs qui partent au-dessus, il n'y avait peut-être pas autant de mecs qui partaient au-dessus les années d'avant, donc c'est pas pour rien, et voilà. Merci à tous et bonne continuation. Merci Théo, et du coup, bonnes vacances en espérant, bonne transhumance déjà, Merci. et en espérant que tu arrives la saison prochaine sans penser à cette fatidique séance de tir au but. Oui, normalement ça devrait aller, il va falloir. Merci Théo. Salut Théo. Salut. Jean-Marc, après une défaite frustrante comme ça, comment passer à autre chose pour la saison prochaine? Comment on fait en tant que manager? Bah, il le dit un petit peu, Théo, c'est toujours délicat et les semaines ou les jours qui passent sont difficiles parce qu'on imagine qu'on aurait pu aller plus loin. Mais quand même, il faut basculer et la bascule, elle se fait en apprenant aussi, malgré tout, de la défaite et des échecs. Il n'y a pas que la victoire qui amène à des... La victoire, elle amène à beaucoup d'émotions et à beaucoup de fêtes. La défaite, elle amène à des réflexions. Et elle amène aussi à être meilleur. Mais là, c'est pas vraiment une défaite vu qu'ils ont perdu au tir au but. Non, c'est pas une défaite, mais c'est un arrêt de saison. Et bien sûr que ça doit les rendre meilleurs. Ils doivent se poser la question pourquoi peut-être être allé jusqu'aux prolongations et pas avoir gagné avant au coup de sifflet à la 80e. Donc on apprend. Mais il faut aussi passer au-delà et se dire que c'est le rugby, enfin en tout cas le sport professionnel, il ne te permet pas d'être dans le doute longtemps. Il faut passer au-delà, il faut aller chercher d'autres choses. Et alors il faut prendre des vacances souvent, comme c'est le cas. Il faut profiter de la famille, des amis, des loisirs qu'on a chacun envie de faire. Et puis revenir avec un mental de vainqueur et un mental plus fort. Et comme je dis, la défaite, elle doit amener à cette réflexion pour être encore meilleur. Achraf, toi, Théo Vidal, c'était un de tes coups de cœur de cette saison de National. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? J'ai trouvé le portrait dressé par Jean-Marc au début d'intervention de Théo Vidal parfait. Vraiment le chef d'orchestre, l'homme à jouer, d'Albi. Vraiment tout a été dit. D'ailleurs aussi précis face au perche. C'est vraiment, je trouve, une pièce maîtresse. Même si on parlait du collectif d'Albi avec Kevin Boulogne en début d'émission, mais vraiment Théo Vidal fait partie des piliers de cette belle saison d'Albi. Et je pense justement que c'est d'autant plus frustrant quand on sait aussi que personnellement on a fait une bonne saison, qu'on est avec ses copains, comme disait avec Matteo Custala, que ça s'arrête vraiment de manière assez brutale, parce que nous aussi on les voyait aller beaucoup plus loin. Franchement, ils ont le potentiel pour. Et je pense que Théo Vidal peut vraiment côtoyer la division au-dessus, voire plus. Franchement, il a vraiment le talent. Donc, Alors Théo Vidal a été plébiscité par le public, il a été élu meilleur joueur de la saison de National, mais il est aussi dans notre 15 type de la saison qui va apparaître à l'écran. Donc voilà, on a fait
toute la rédaction s'est réunie et on a concocté un 15 de la saison. Donc, pilier gauche, c'est Thompson Stringer de Nissa Rugby. Talonneur, c'est Quentin Bodo-Christian de Chambéry. À droite de la première ligne, c'est Leroy Poupouma du Stade Niçois, de Nissa Rugby. Deuxième ligne, Morgan Maga de Narbonne et Adrian Motok de Nissa Rugby, décidément. Troisième ligne, Lucas Bachelier de Narbonne et Matteo Custala d'Albi. Troisième ligne centre, Lucas Costa de Rouen. Messieurs, je vous propose de faire un premier arrêt sur ce paquet d'avant. 3 joueurs de Nissa Rugby y figurent, et en plus dans le sec de devant. Qu'est-ce que ça veut dire de cette équipe, messieurs? Il y a une vraie logique qui est respectée sur cette équipe, en tout cas, mis à part, tout est logique, mais mis à part Costa qui joue à Rouen, toutes ces équipes se sont qualifiées pour les demi-finales. Et Costa, il aurait pu jouer dans une des équipes, il aurait été titulaire, donc il n'y a pas de fausse note. Et aujourd'hui, ces 8 joueurs sont sûrement les meilleurs sur l'ensemble de la saison. Moi, je reviendrai aussi sur les 2 troisième lignes que sont, alors bien sûr, Costa, on l'a vu, on en parle bien sûr plus parce qu'on en a déjà bien parlé et c'est un très bon joueur. Mais Bachelier à Narbonne a fait une très bonne fin de saison et Custala, Théo le disait tout à l'heure, il aurait aussi peut-être mérité une place un peu plus haute que celle-là, mais c'est en tant qu'entraîneur, je prends le 8 de devant, avec grand plaisir. Et justement, en parlant du 8 de devant, Ashraf, toi, tu t'es attardé sur Quentin Bodo-Christian de Chambéry. Oui, car pareil, le talonneur, qui est meilleur marqueur à la nationale avec 12 essais, représente vraiment la force du pack chambérien. On le sait, c'était vraiment leur point fort. Toutes les équipes se méfiaient vraiment des ballons portés de Chambéry, ils l'ont prouvé multiples fois cette saison. Et Quentin Bodo, notamment aussi contre Nice, en demi, il ne faut pas oublier, c'est lui qui rentre, il est remplaçant, ballon porté, il inscrit l'essai et on sent vraiment c'est l'essai de l'espoir pour Chambéry, qui malheureusement pour Chambéry s'est incliné, mais je trouve que c'est mérité pour Quentin Bodo qui représente vraiment très bien Chambéry dans ce 15 type. Et les messieurs, attendons-nous sur les 3 quarts avec à la mêlée encore un joueur de Nissa Rugby, il s'agit de Guillaume Rouette, associé à Théo Vidal à l'ouverture. Au centre, Happy Nakalevu, dont on a déjà parlé tout à l'heure, avec Victorien Jacom d'Albi. Sur une aile, Yon Camou de Périgueux, qui était 4e meilleur joueur de la saison de National. Sur l'autre aile, Clément Egiziano, qui a marqué 10 essais cette saison de National hors phase finale. Et Martin Carré de Massy à l'arrière. Jean-Marc, j'ai envie de parler avec toi des Narbonnais parce qu'ils sont champions, mais ils n'ont que 3 joueurs. Est-ce qu'on peut dire aussi que cette saison de Narbonne, c'est un peu un sacre collectif, même si il y a de très bonnes individualités, à l'image d'Happy Nakalevu et de Thibaut Santoro, qui sont 3e et 2e meilleurs joueurs de la saison? Oui, et puis surtout, je l'ai dit, il ne faut pas oublier que Narbonne est sorti, je crois, 4e ou 5e, il me semble, de la phase régulière. Donc, ils se sont bien sûr préparés pour les phases finales, pour discuter avec leur préparateur physique que je connais bien, Jérémy Mia. Il me disait, nous, on est prêts pour les phases finales. Et ça lui a donné raison, puisqu'ils sont allés au bout. Donc, ils ont été bons que sur la fin de saison. C'est pour ça peut-être qu'il y en a moins. Et puis il y a surtout Santoro qui aurait pu bien sûr figurer, mais la Palme d'Or est venue à Théo Vida, donc il aurait pu figurer aussi. Mais comme bien sûr on l'a dit, Théo est numéro 1. C'est peut-être pour ça qu'il y a un peu moins de Narbonnais. Et moi j'ai envie aussi de parler il y a une très belle paire de centres, puisque Jacom est auteur d'une très belle saison avec Albi. Et j'ai trouvé moi sur la finale Taylor Morgan très bon, notamment cet essai qu'il a marqué alors qu'il venait de manquer un essai tout fait. Il avait laissé le ballon dans l'embut contre Narbonne. J'ai trouvé avec une force mentale époustouflante et il a marqué un essai de grande classe. Il fait partie aussi des joueurs qui auraient pu être cités. Mais il y en a tellement. Il est arrivé en cours de saison. Exactement. Pourquoi il était à Biarritz en début de saison. J'allais le dire, il a été muté. Donc c'est normal. C'était juste pour donner un petit peu le clin d'œil de ce joueur qui en finale m'avait beaucoup plu.
surtout un essai magnifique qu'on a vu tout à l'heure, qui était dans les 5 meilleurs joueurs, 5 Exactement. meilleurs essais de la saison. Ashraf, j'ai envie d'évoquer avec toi Martin Carré, qui est à l'arrière de ce 15, parce qu'il symbolise un peu ce Massy très joueur et qu'on a pris, où on a pris plaisir à aller voir les matchs cette saison de notre côté. Ouais, c'est un peu le feu follet de l'équipe massicoise. Toutes les relances, on le voit, ça part de lui. Par exemple, on va voir Ansem Seli qui joue vite, qui va lui donner notamment le dernier match de la phase régulière contre Marc-en-Barœul où il marque un doublé. Il aurait pu mettre un triplé avec sa percée incroyable. Vraiment, Martin Carré, il symbolise ce jeu-là. Pour moi, c'est mérité qu'il soit dans ce 15-là. Il a été nommé parmi les 12 meilleurs joueurs. Et même si on aurait pu citer d'autres, Amon Arto encore, que ce soit Gogo Ladze, Lely aussi, enfin vraiment la ligne arrière de Massy est vraiment explosive et je trouve que Martin Carré, il aurait pu, pour Massy c'est un peu dommage le fait que aussi il tombe contre une belle équipe de Narbonne, mais Massy aussi a les qualités pour pourquoi pas prétendre à une montée. Et messieurs, je souhaite m'attarder avec vous sur un dernier joueur, c'est Guillaume Rouette, qui, malgré son âge, est toujours là. Il a bien prouvé cette saison. Jean-Marc, quand on est manager et quand on a un joueur expérimenté, comment est-ce qu'on s'appuie sur lui, sachant qu'il a déjà, lui, un rôle stratégique en tant que demi-mêlée? Oui, bien sûr, le rugby moderne, de postes de 9 et 10 sont importants. On leur donne souvent beaucoup d'informations et beaucoup les clés du camion, comme on dit avant un match. On s'appuie sur l'expérience du joueur qui a eu des années de top 14 avec son club de Bayonne. On s'appuie aussi sur sa forme, parce qu'on l'a vu, malgré son âge avancé, il a été très en forme. Il a collé beaucoup au ballon, j'ai trouvé, sur cette saison. Et c'est aussi pour ça que le club de Nice en est sûrement aussi là. On a besoin, quand on est dans un staff, de joueurs comme ça, ces joueurs expérimentés, ces joueurs leaders, qui amènent, parce que au bout d'un moment, sur le terrain, nous, on n'y est plus, et c'est les joueurs qui prennent le relais. Et je crois que Guillaume l'a très bien fait tout au long de la saison, et la preuve, c'est que c'est aussi un artisan fort de la montée de Nissa pour la Pro D2. Merci, messieurs, pour votre analyse. Et pour terminer, je vous propose d'aller retrouver un fan du RC Narbonne. C'est Florian Sotoka. Bonjour Florian, merci de passer nous voir dans cette émission des Oscars de la Nationale. Donc pour ceux qui ne te connaîtraient pas, qui seraient plus ovales que ballon rond, tu es joueur de football professionnel au RC Lens, mais j'ai envie de dire Narbonnais avant tout. Et donc j'ai envie de te demander comment tu as vécu cette finale de Nationale avec ce renversement de situation de la part des Orange et Noirs face à Nice Rugby. Bonjour à tous déjà, avec plaisir. C'est vrai qu'on a vécu une finale, des phases finales assez folles, parce que dès le match de Massy, ça a été difficile dès le début. Après, il y a eu cette fameuse demi-finale contre Albi et la finale contre Nice où à la mi-temps, quand tu perds 20-3, tu te dis bon, ça va être très très compliqué de revenir. Et finalement, la deuxième mi-temps a été assez folle et la montée a été là. Donc magnifique à vivre pour tout Narbonnais. C'est vrai que moi, j'ai grandi, j'ai fait toute mon enfance à Narbonne. J'ai été abonné dans ce club-là quand on était encore en top 14. Et c'est vrai que j'ai encore quelques copains qui jouent dans le club. Donc, c'est toujours un plaisir de les suivre. Est-ce que toi aussi, à la mi-temps, tu as eu un peu peur du scénario de la finale ? Ouais, bien sûr. Ben, c'est vrai que quand vous voyez la physionomie de la première mi-temps, vous vous retrouvez à 20-3. Nice était quand même au-dessus de nous physiquement. On avait un match en plus en phase finale, donc ça a été dur, mais ils ont renversé le match de façon incroyable et l'état d'esprit des mecs ont été énormes. Bon, tu l'as évoqué, il y a eu cette demi magnifique, j'ai envie de dire, terminée au tir au but face à Albi. Comment toi tu l'as vécu ? Bah, c'est fou, hein. C'est vrai qu'il y a eu un mano-mano tout le match. Ensuite, il y a eu les prolongations. Il n'y a pas eu un point des prolongations. Et ces fameux tirs au but, c'était la première fois que je voyais ça pour ma part. Donc un moment assez incroyable. J'avais quelques membres de la famille au stade aussi. Donc voilà, ce sont des moments fabuleux à vivre pour l'ensemble du club et pour la ville de Narbonne. C'est magnifique aussi. Bon, question logique, les tirs au but, tu penses que c'est plus facile au rugby ou au foot ?
Le stress est parmi que ça soit au rugby ou au foot, mais c'est vrai que ouais, c'est assez complexe. Hein. C'est vrai que c'était la première fois que je voyais ça. Après, c'est un peu plus difficile au foot parce qu'il y a un gardien de but qui peut arrêter les tirs au but. Et c'est vrai qu'au rugby, voilà, il suffit juste de la mettre au-dessus de la barre, mais c'est compliqué pour les deux. Ouais. Jean-Marc, en tant qu'entraîneur, est-ce que des fois, quand même, au rugby, on les travaille un peu, les tirs au but ou pas? Oui, bien sûr, on salue Florian. Bonjour. Et oui, bien sûr, ça se travaille au moment où on arrive en phase finale. On sait que ça peut permettre une victoire. Bien sûr, ça reste un geste technique en plus. Ouais, et puis surtout, on sait qu'il y a certains joueurs qui sont amenés à les tirer plus que d'autres, notamment des trois quarts. Mais il faut aussi prévoir, souvent on l'a vu d'ailleurs sur le match d'Albi-Narbonne, en prévoir plus de 5. Et c'est là où il faut avoir un peu le nez et la confiance aussi des joueurs. C'est-à-dire que nous, on décide de dire on va prendre les 5 joueurs. Et souvent, le 7, 6, 7e, on ne sait plus trop. Et c'est une discussion entre un joueur en disant tu sens capable si ça arrive ou pas. Mais il le disait très bien, Florian, c'est ce côté pression. Parce que quand tu discutes le lundi ou le mardi à l'entraînement, tranquillos, tu dis ça va, t'inquiète, je vais le mettre. Facile. Mais quand tu es devant le ballon et devant les poteaux, sur l'instant, il y a un peu plus de pression. Donc il faut aussi mettre souvent des joueurs qui sont un peu plus matures et qui arrivent à aborder la pression. Voilà. Mais moi j'ai une petite question, Florian, comment tu l'as vécu toi en tant que supporter? Comment on fait la différence entre supporter, où on est bien sûr un peu impuissant, et la pression qu'on est joueur, bien sûr, où on est acteur? Comment tu préfères laquelle des pressions? C'est tout à fait différent. C'est une très bonne question parce que c'est vrai que quand on est acteur, on n'a pas vraiment les mêmes sensations, les mêmes émotions. Alors on les a à la fin du match, bien évidemment, mais pendant le match, on ressent moins la pression. Mais c'est vrai qu'en tant que supporter, voilà, tu te ronges les ongles tout le match. Hein. mais c'est vrai que c'est assez beau à vivre parce que voilà, moi j'ai vécu en plus la finale de Coupe de France une semaine après contre Nice en plus. Donc c'est un beau clin d'œil du destin et en plus de ça, j'avais fait une montée avec Grenoble de National Ligue 2 à Bourg-en-Bresse où a eu lieu la finale de National. Donc c'est un gros clin d'œil, on va dire. La boucle est bouclée. Tu es superstitieux ou pas? Est-ce que tu as vu justement ces clins d'œil du destin? Ouais, bien sûr, ça m'arrive de temps en temps, mais c'est vrai que là, c'est assez flagrant. Donc on se dit que c'est un beau geste du destin. Tu disais, tu as certains de tes amis qui sont dans l'effectif de Narbonne. Est-ce que, voilà, en plus, toi, tu sais, tu connais ce quotidien de joueur professionnel dans une ville, en plus, qui vit pleinement pour son club, que ce soit à Narbonne au rugby ou à Lens au foot. Est-ce que tu restes à cette place d'amis ou des fois, tu te mets un peu à la place du supporter et tu grattes quelques infos à tes amis, tu demandes un peu leur ressenti dans le vestiaire, comment ils sont? Non, je reste vraiment en tant qu'ami. Je sais très bien que le monde professionnel, c'est déjà très difficile. Les supporters prennent une place, comme vous l'avez dit, énorme dans les clubs et surtout à Narbonne où c'est une ville de rugby. Et nous, à Lens, c'est forcément un grand club français. Donc voilà, les supporters sont vachement présents pour nous. Et c'est vrai que, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, pour la ville de Narbonne, c'est magnifique parce que je sais que la mairie s'investit beaucoup. On a des dirigeants qui ont repris le club il y a 2-3 ans qui s'investissent beaucoup aussi. Donc derrière cette montée-là, c'est beaucoup de travail. Et on espère qu'on va faire le meilleur recrutement possible pour se maintenir parce qu'on sait très bien que la Pro D2, c'est déjà notre monde. Il y a beaucoup de grands clubs et le maintien va être difficile, mais voilà, on va tout faire pour se maintenir. Mais en tout cas, voilà, Lens et Narbonne au rugby, c'est vrai que c'est deux passions totalement différentes, mais je le vis très bien. Bon, maintenant que Narbonne est monté en Pro D2, les matchs auront lieu soit le jeudi soir, soit le vendredi soir, vu que ce sont les le vendredi de la Pro D2. 19h30, ouais. Exactement, alors qu'en National, c'est plutôt le samedi. Est-ce que toi, ça t'arrange pour regarder les matchs, justement? C'est ce que j'allais dire, ça m'arrange, ouais. On va pouvoir les suivre. Alors cette année, je les ai pas mal suivis. C'est vrai que des fois, ça tombait pendant notre match, donc c'était compliqué. Mais déjà, les phases finales, j'ai pu les voir. Le match à Bourgoin, où si tu gagnais là-bas, tu t'assurais un barrage à domicile. Malheureusement,
on a perdu, mais c'est vrai que je les ai beaucoup suivis cette année, donc voilà, ça me plaît. Et en tout cas, je reste un sportif avant tout, et c'est vrai que regarder ma ville, c'est magnifique. Et comme vous l'avez dit, la Pro D2, c'est quand même plus médiatisé que la nationale. Donc on va suivre ça avec grand intérêt. Est-ce que tu as un chouchou dans cet effectif de Narbonne, aux joueurs que tu apprécies regarder? On va dire Paul Belzon, parce que voilà, c'est un Narbonnais. Il a fait pratiquement toute sa carrière au club, donc voilà, chapeau à lui. Et je retiens le geste aussi du capitaine Bachelier qui a, au lieu de brandir lui le bouclier, il a donné à Pierrick Nova et Paul Belzon parce que ce sont des mecs du club. Il y a Pierrick qui arrête cette année. Et ça, ce sont les vraies valeurs du rugby, et ça dénote un état d'esprit exceptionnel dans le groupe, donc c'était beau à voir. Bon, Florent, une dernière question. Tu as joué dans ce parc des sports et de l'amitié. Qu'est-ce que ça te fait à chaque fois que tu regardes Narbonne y jouer? Ah, forcément, nous, en tant que Narbonnais, on rêve forcément de fouler cette pelouse. C'est vrai que moi, je l'ai fait en tant que footballeur, puisque je suis formé au Football Union Narbonne. C'est mon club, bien évidemment. Mais c'est vrai que le rugby a une part importante, voire très importante dans la ville. Et quand j'y étais, il y a encore 20 ans, j'étais abonné quand ils étaient en top 14, les derbies contre l'USAP, les grands matchs contre Toulouse. Donc voilà, j'ai beaucoup de souvenirs dans ce stade. Et le revoir rempli à nouveau pour le rugby, vibrer pour le rugby, parce qu'il y a beaucoup de passion à Narbonne, c'est tout simplement un plaisir. C'est vrai qu'il y a ma famille qui est encore abonnée au rugby, donc voilà, ce sont de bons moments à vivre, et j'espère qu'on pourra se maintenir la saison prochaine. En tout cas, Florent, déçu de voir beaucoup de blanc autour de toi et pas d'orange et pas de noir. Ouais, on a fait sobre à la maison. Bon, Florent, merci beaucoup et félicitations donc pour cette montée en Pro D2 en tant que supporter de Narbonne. Merci et cette victoire beaucoup. en Coupe de France avec le RC Lens, les deux face à Nice, où vous allez être sûrement interdit de séjour dans les prochaines semaines. On n'ira pas en vacances à Nice cette année, on va dire. Merci beaucoup, Florent, de nous avoir fait l'honneur de passer c'est dans gentil, les Oscars de la beaucoup. nationale. Messieurs, je me tourne vers vous. Je vous remercie aussi pour cette saison de National. Jean-Marc, pour ton rôle de consultant auprès de nous, tant en plateau que lors des rencontres. Achraf, merci pour assurer le suivi de la Nationale, et surtout merci à vous toutes et vous tous pour tout le soutien que vous nous avez apporté. J'ai quelques chiffres de cette première année qui a été une saison folle, avec notamment une phase finale qui a été un record d'audience. 210 000 personnes ont été devant la finale sur live.rugbyrama, 500 000 personnes devant la phase finale, plus de 1,6 million de personnes ont regardé les 107 matchs retransmis. Il y a eu plus de 120 invités en plateau autour de toutes nos émissions. Donc je vous donne rendez-vous pour le coup d'envoi de la saison prochaine, et je vous remercie. Et avant de nous quitter, un petit point sur les prochains rendez-vous. Évidemment, ce jeudi à 18h, Kick-Off Rugby, vous connaissez le rendez-vous avant dimanche, la 3e mi-temps, comme chaque semaine. Merci beaucoup, bonne fin de journée.